Monsieur le Président, on va revenir à la situation en République démocratique du Congo. Là, on est en train de parler des minerais qui sont exploités dans l'est de la RDC. Alors, on va se focaliser sur l'est, justement. Alors, selon OCHA, depuis le début de cette année, plus de 358 000 personnes se sont nouvellement déplacées. Et ils disent que le nombre de déplacés atteint environ 7,1 millions de personnes. Et ça, c'est dû en grande partie au conflit armé dans les Kivu et l'Ituri. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux populations qui vivent dans les camps de déplacés à Mugunga, à Kibati, à Bouimba et qui n'espèrent que rentrer chez eux? Mais c'est déjà de leur donner l'espoir qu'un jour, ces populations rentreront chez elles. Parce que nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Je vous ai parlé ici de ma volonté de vouloir le faire par la négociation. Parce que je veux privilégier cette voie, la voie de la paix, parce qu'elle est moins coûteuse d'abord, et puis elle est plus efficace. On ne perd pas de vie humaine. Les gens continuent à vivre sous des bâches, sous la pluie. Elle est beaucoup plus longue, oui, et ces gens, nous ne les laissons pas, parce que dans la mesure du possible, le gouvernement leur apporte les moyens dont ils ont besoin. Ça ne suffit pas, c'est vrai. Et je profite peut-être de l'occasion pour remercier aussi les autres pays et organisations qui ont aussi apporté de l'aide à ces victimes. Mais nous leur disons tout le temps d'espérer dans ce que nous faisons. Parce que notre détermination est sans faille. L'objectif, c'est de ramener la paix et de ramener toutes ces populations chez elles. En Ituri, en ce moment, il se passe de très très bonnes choses. Tous les groupes armés se sont déjà rencontrés. Ils ont signé ensemble un mémorandum dans lequel ils se sont engagés à faire la paix. Et si tout va bien, d'ailleurs, je vais m'y rendre à la mi-mai, en tout cas au début de ce mois qui arrive, de mai, pour m'en rendre moi-même compte, leur parler et sceller cette paix ensemble avec toutes les communautés. Donc là, ce sera déjà quelque chose de gagné. Les populations pourront rentrer. Et d'ailleurs, il y a des organisations internationales qui se proposent déjà à aider, comme l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. La Banque mondiale aussi va nous accompagner avec quelques moyens. Nous avons nous-mêmes le processus de DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion sociale, donc par lequel nous allons reprendre tous les activistes des groupes armés. Et donc, si tout va bien, et je prie Dieu pour que vraiment que ça continue comme ça, le cas de l'Ituri sera réglé dans les mois à venir et nous pourrons fumer le calumet de la paix de ce côté-là. Il restera donc le Nord Kivu, où là, c'est une question de pillage des ressources de la République démocratique du Congo, en complicité évidemment avec certaines multinationales dans des pays industrialisés. Ça, c'est autre chose. Et donc, ça dépend justement de ces pays qui abritent ces multinationales. C'est à eux de faire pression sur ces sociétés pour qu'elles arrêtent ce commerce illicite. Nous sommes les représentants de la République démocratique du Congo et nous sommes ouverts à toutes les discussions, prêts à parler d'échanges, de partenariats gagnant-gagnant avec toutes ces multinationales, plutôt que de les laisser se contenter de ce trafic macabre qui se fait sur la vie de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que ces trafics de minerais se font parfois, voire souvent, en complicité avec des Congolais? Ça ne vient pas seulement du Rwanda ou d'autres pays. Quelles sont les mesures que vous avez alors par rapport à ces personnes? Mais les mesures, je crois que vous avez entendu, évidemment, on nous a, évidemment, les redresseurs de tort ont vite été en besogne pour nous juger. Vous avez par exemple appris que nous avons suspendu le moratoire sur la peine de mort. Évidemment parce que
à cause de certains compatriotes, il y a justement ces dégâts humanitaires. Ce sont des choses qui arrivent pas seulement du fait du Rwanda seul, mais du Rwanda et de ses complices qui vivent en République démocratique du Congo et qui sont congolais pour certains d'entre eux. Et donc c'est pour ça que nous brandissons, nous avons rétabli justement cette sanction pour les dissuader, parce que le premier objectif, c'est d'abord de les dissuader. Mais s'ils s'entêtent, eh ben, la peine de mort s'appliquera à eux. Monsieur le Président, vous venez de formuler une attente auprès des pays qui abritent les multinationales, dont les États-Unis, j'imagine, oui, dans le cas de Apple. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement? Quelle forme de sanction, quelle forme d'influence devrait mettre le gouvernement américain? Je ne sais pas, dans ces cas, quelles sanctions on peut appliquer. C'est à la justice d'y penser, mais il y a sûrement des amendes, il y a sûrement des condamnations aussi pour complicité de crimes, et voilà. Donc, je n'attends pas de sanctions précises comme telles. Je sais que ce sont des pays où la justice est libre, indépendante et efficace, et qui peut, cette justice, dissuader ce genre de trafic. Et surtout que les autorités congolaises sont prêtes à discuter justement de manière ouverte d'un partenariat pour exploiter ces minerais dans un modèle gagnant-gagnant. Vous savez, moi, j'ai justement, à cause de tous ces malheurs que nous ont causés ces richesses, voulu capitaliser cela en disant nous devons cesser d'être une terre d'extraction tout simplement. On nous prend nos minerais, on va les transformer ailleurs et on vient nous revendre les produits finis. Nous voulons développer nous-mêmes la chaîne de valeur au Congo, le plus loin possible qu'elle puisse s'étaler. Et ensuite, c'est dans des partenariats pareils que c'est pour ça que j'appelle ça gagnant-gagnant, parce que ça ferait que nous allons pouvoir lutter contre la pauvreté en créant des emplois, en créant de la richesse, et en même temps avoir des partenaires qui, eux aussi, vont pouvoir se retrouver dans ce partenariat.